Bon, ça fait 15 fois que je recommence cette vidéo parce que à chaque fois que je fais une vidéo ces derniers temps, bah je me rends compte que je ne sais plus filmer, que je ne sais plus parler, que je ne sais plus rien faire. Un peu chiant. Donc je vous propose qu'on commence sans détour un update lecture où je vais vous parler de tout ce que j'ai lu finalement sur le mois de février. Parce que le mois de janvier, un peu mi-figue mi-raisin, j'étais très occupée, il y a eu encore beaucoup de changements dans ma vie, j'ai pas beaucoup lu. Et février, ça y est, je me suis un petit peu établie, j'ai redécouvert l'amour de la lecture et notamment j'ai eu un énorme coup de cœur, un coup de cœur foudroyant pour un roman dont je vais vous parler à la toute fin de la vidéo. J'en profiterai aussi pour vous faire une annonce un petit peu en corrélation avec le dit coup de cœur. Non seulement j'ai retrouvé le goût à la lecture, mais en plus j'ai retrouvé le goût de lire des livres au format papier, parce que tout ça, c'est des emprunts médiathèque. Dieu merci, quelqu'un a un jour inventé le concept des bibliothèques et des médiathèques, et cette vidéo est aussi un rappel. Vous qui aimez lire, n'hésitez pas à aller voir les bibliothèques, les médiathèques de votre ville, parce que ce sont des puits de culture, de divertissement, et ce, à moindre coût. Là, je me dis, si je devais faire le total de tout ce que j'ai lu, si j'avais dû acheter ces livres, je serais sur la paille. Bref, j'ai dit qu'on commençait sans détour. J'ai lu L'aimant de Luca Harari, qui est une BD magnifique. Couverture incroyable, un petit peu mystérieuse, qui me faisait envie depuis sa sortie, je pense, il y a quelques années. À chaque fois que je vois les BD de Luca Harari en librairie, je suis très attirée par elle. Je trouve que, déjà pour moi, là, moi qui aime les bâtiments, les maisons, les montagnes, la nuit, le rouge, bon, on a compris. En fait, c'est marrant parce que la BD s'appelle L'aimant et je trouve qu'il y a quelque chose de très magnétique. En tout cas, il y a quelque chose qui me fascine et qui m'attire dans la couverture. Et écoutez, je n'ai absolument pas été déçue. J'ai même adoré cette lecture que j'ai faite pendant que j'étais malade. Un week-end, je voulais filmer un vlog lecture et j'ai pas pu. En revanche, j'ai quand même lu, et ça se lit comme dans un fever dream. C'est un petit peu étrange. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça, mais moi qui adore les maisons bizarres, je dis maison pour englober, parce que c'est plus beau que bâtiment, mais j'aime bien les endroits construits de la main de l'homme en littérature qui sont étranges et dont on a du mal à saisir les règles. Eh bien, sachez que L'aimant s'inscrit totalement dans cette veine, puisque on suit Pierre, qui est un étudiant en architecture. Il me semble qu'il a arrêté ses études, en tout cas il a brutalement arrêté sa thèse quelques mois ou quelques années avant que l'histoire ne commence. Le sujet de sa thèse portait sur un hôtel dans les Alpes suisses qui visiblement est un petit peu bizarre. Et même s'il a arrêté ses recherches, même s'il a arrêté l'écriture de sa thèse, il est toujours fasciné, obnubilé même par ce lieu et il décide de se rendre sur place pour poursuivre ses recherches et peut-être comprendre le mystère qui entoure ce lieu. On ne sait pas vraiment en quoi il est bizarre, on ne sait pas vraiment pourquoi ça le fascine tant, mais immédiatement, moi j'ai été plongée dans cette histoire. Les dessins n'y sont vraiment pas pour rien parce que moi qui adore pour la 100e fois l'architecture, les dessins de bâtiments, il y a vraiment quelque chose de très géométrique, de très satisfaisant. Et ouais, de très architectural, évidemment, qui se dégage des dessins. La colorimétrie est incroyablement belle et bien maîtrisée. Il y a vraiment une aura de mystère, de rêve presque, qui se dégage de l'histoire. Et je vais pas vous en dire plus parce que c'est une BD, ça se lit relativement vite. Mais moi j'ai trouvé ça, encore une fois, absolument fascinant. Et ouais, vraiment, il y a une atmosphère assez dingue qui se dégage de cette BD. J'ai très très hâte de lire son autre BD qui s'appelle La dernière rose de l'été ou un truc comme ça. Mais je l'ai feuilleté un peu et c'est vrai que c'est très très estival, comme le nom l'indique. Donc j'ai envie d'attendre un petit peu ça à lire en automne ou en hiver. C'est génial. Ensuite, chose étrange, j'ai lu un manga de chez Le Lézard Noir que je n'ai pas aimé. Si vous me suivez depuis un petit moment ici, vous savez que Le Lézard Noir, c'est mes chouchous. J'adore
tout ce que j'ai lu de chez eux. Leur ligne éditoriale me fascine et me parle quasiment à tous les coups. Il y a énormément de choses que j'ai pas lues de chez eux, mais qui me font extrêmement envie. Et j'ai emprunté La Boîte Lumineuse, très assortie à cette ambiance, de Seiko Erisawa. C'est un genre de... Comment ça s'appelait ce livre? Miracle du bazar Namiya, c'est-à-dire la petite tranche de vie un peu étrange à la japonaise, comme on en voit en veux-tu, en voilà, et un peu à tort et à travers, si vous voulez mon avis, ces dernières années. Moi, je trouve que ce sont des œuvres qui ne disent rien. Voilà, je sais que c'est violent de dire ça, et je sais qu'il y a énormément de gens qui déjà notamment ont adoré Les Miracles du bazar Namiya et qui aiment beaucoup ce genre d'œuvre. Mais vous voyez par exemple Tant que le café est encore chaud, c'est un livre, je sais que je ne vais pas le lire parce que je sais que ça va m'exaspérer. J'ai l'impression que c'est un peu de la psychologie de comptoir, du développement personnel, de... Voilà, je veux pas être condescendante, mais moi ça ne me parle pas du tout, du tout. Je suis pas la cible pour ça, je pense que je suis trop vénère, je suis trop saoulée, je suis trop blasée. En fait ici on suit des petites tranches de vie. Le fil rouge c'est les gens qui travaillent dans ce combini où échouent les âmes qui sont entre la vie et la mort. Et puis voilà, on suit un petit peu la vie de ces gens. Et comme je vous disais, ça me parle pas. En plus, c'est à moitié bizarre, mais pas un bizarre qui me... Un peu un bizarre sans queue ni tête. Ah, et ben on va rester au Japon, puisque j'ai lu Sommeil de Haruki Murakami. Vous aurez remarqué, j'ai quand même tablé sur des trucs bien courts. En fait, j'ai même commencé par lire L'étrange bibliothèque de Haruki Murakami, qui est un petit peu sous le même format, c'est-à-dire qui est illustré, et qui est presque plus court. L'étrange bibliothèque, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui cherche un livre dans une bibliothèque, et puis la personne de l'accueil lui dit oh, tu vas descendre dans le fin fond de la cave, il y a un mec bien chelou. C'est pas vrai, il lui dit pas qu'il y a un mec chelou, mais il lui dit ouais, va dans le fin fond de la cave là-bas et demande à telle personne. Et en fait, il se fait enfermer dans un cachot, et le gars lui dit tant que t'as pas appris par cœur cette encyclopédie, tu sortiras pas. C'est pas le genre d'écrit de Murakami qui me plaît le plus, parce que j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux, et encore une fois je trouvais que ça disait pas grand chose, c'était ni très très divertissant, ni... je sais pas, c'est pas une lecture qui m'a beaucoup apporté. Et alors Sommeil, j'ai trouvé ça bien plus intéressant, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté la végétarienne, mais en mieux. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai détesté La végétarienne de Han Kang, mais ici on suit non pas une meuf qui devient une plante, mais une meuf qui ne dort plus. Voilà, elle se tape l'insomnie de sa vie qui dure quand même 17 jours. Normalement, tu es censé mourir, mais elle revit. Voilà, elle revit. C'est une femme au foyer qui est mariée depuis plusieurs années, qui a un enfant. Et en fait, ne pas dormir lui permet d'avoir une autre vie, une deuxième vie, une double vie, dont personne ne se doute, au cours de laquelle elle fait pas grand chose d'incroyable d'ailleurs, mais juste elle se dit oh, j'ai ce moment où tout le monde dort qui n'appartient qu'à moi, et elle vit sa meilleure vie. Elle boit de l'alcool, pas à outrance, mais elle se boit un petit verre pour le plaisir, elle est seule, elle lit plein de livres, elle sort, elle se promène la nuit, enfin, il y avait quelque chose d'assez fascinant et d'assez excitant, parce que je pense qu'on a tous ressenti ça, et puis surtout quand t'es jeune et que c'est les premières fois où tu sais, tu fais une nuit blanche, tu restes éveillé très tard et tu te dis oh, t'as l'impression que t'as accès à un monde presque interdit. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez jouissif d'assister à la renaissance un peu de cette femme, et à ce regain de confiance et d'indépendance. Et en même temps, il y a ce mystère de pourquoi elle dort pas, et pourquoi elle semble rajeunir, pourquoi elle semble aller de mieux en mieux. Et malheureusement, je trouve que ce qui pêche, c'est la fin,
il y a une chute mais qui retombe comme un soufflet. Le gars il a fait Amstramgram, piqué collégramme, il a choisi cette fin parmi 10 et tu te dis ok, non vraiment j'ai même pas de mots, j'ai pas de vocabulaire pour dire à quel point la fin a été sortie de nulle part. Dernier graphique de cette vidéo, j'ai commencé le manga Sanctuary, la couverture incroyable. Je crois pas que j'avais déjà entendu parler de ce manga. C'est un manga qui date des années 90. Ça se voit tout de suite dans le style des dessins et j'adore le style des mangas des années 80-90. Spoiler alerte, j'ai adoré ce premier tome. C'est une série qui en compte 7, 8, 9, je ne sais plus, mais je me suis dit vraiment la bibliothèque, enfin la médiathèque, meilleure excuse pour commencer des grosses séries. L'histoire est hyper intéressante puisqu'on suit deux mecs qui se connaissent. On ne sait pas vraiment d'où ni le lien qui les unit exactement, mais il y en a un qui est un yakuza, lui, et l'autre qui est le bras droit d'un homme politique. Et en fait, personne ne sait que non seulement ils se connaissent, mais en plus ils sont liés par une espèce de pacte qu'ils ont fait dans leur jeunesse. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est visiblement changer le Japon. En tout cas, changer, renverser le gouvernement japonais de l'intérieur. Et donc, tous les deux, ils font front, chacun de leur côté. On ne sait pas vraiment quel est leur mobile, parce qu'à mon avis, ce genre d'ambition et tout ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour arriver à leur fin, ça vient pas de nulle part. On a un petit début de réponse à la fin de ce premier tome. Je pense que la suite va être extrêmement intéressante. C'est très désagréable à lire du point de vue des personnages féminins parce que même si je pense que c'est extrêmement représentatif de la réalité de ce genre de milieu, ça n'en reste pas moins immonde. Vraiment, les femmes dans ce manga sont... En plus, c'est dessiné assez explicitement. Bon, ça, c'était peut-être vraiment pas nécessaire, mais les femmes sont soit des victimes collatérales qu'on utilise pour atteindre les hommes de leur entourage, pour les blesser, soit ce sont des putes, des femmes avec lesquelles on couche, parfois même de force. Voilà, c'est vraiment des scènes où à chaque fois je suis genre non, pitié, non. Mais au-delà de ça, c'est passionnant, c'est très brutal hein, évidemment, c'est gore, et puis c'est hyper bien foutu quoi. Je veux dire, les rebondissements, déjà en un tome, incroyable. Ça fait combien de temps que je tourne? Oh, rapide! On arrive enfin à mon coup de cœur ultime de ce début d'année. C'est un coup de cœur, mais qui m'a chamboulé, qui m'a renversé. Je trouve que c'est un très grand roman et je pense que j'ai déniché, quand je dis j'ai déniché, c'est pas, je me prends pas pour Christophe Colomb, mais que moi personnellement là, je viens de trouver un auteur, un grand auteur, et un grand auteur non seulement objectivement, mais aussi un grand auteur pour moi, et peut-être dans ma vie, je sais pas, mais vous savez, ce genre de rencontre littéraire où tu te dis, mais là j'ai lu un truc, je m'en souviendrai à vie, et c'est le genre de livre que j'aimerais pouvoir relire encore et encore et encore pour la première fois. Et vraiment, quand je l'ai terminé, je me suis dit, mais je veux pas quitter ces personnages, je veux pas quitter cette histoire, c'était tellement beau, tellement vrai, tellement précieux. Bref, vous en pouvez plus. Il s'agit de Petite de Édouard Carré. Combien de temps il a mis à travailler sur ce livre et combien de temps il met à travailler sur ses œuvres en général, parce que j'ai l'impression qu'elles sont toutes illustrées par ses soins. Il a un style qui me parle énormément et il dessine aussi bien qu'il écrit. J'aurais du mal à décrire sa plume parce que je la trouve d'une précision et d'une poésie incroyable et en même temps d'une simplicité et d'une accessibilité. Je trouve que c'est prodigieux d'arriver à écrire comme ça. Et il y a une espèce d'économie de mots et donc de pudeur qui se dégage de ce texte. Petite, c'est l'histoire de Madame Tussaud. Si vous ne savez pas qui est Madame Tussaud, moi ce nom me parle parce que j'ai visité
le musée de Madame Tussaud quand j'avais 15 ans, pendant mon voyage scolaire en Angleterre. Madame Tussaud, qui est donc une femme qui a réellement existé, c'est une histoire romancée. Madame Tussaud a écrit ses mémoires qui, elles-mêmes, ne sont peut-être pas totalement véridiques. Elle a elle-même déjà un peu romancé ses mémoires. Et Édouard Carré, il a fait évidemment des recherches, il a lu ses mémoires, mais il a comblé les blancs, comme il le dit lui-même. Je vous enjoins vraiment à ne pas faire de recherche sur le sujet et à ne même pas lire la 4e de couverture parce que ça va vous laisser la surprise des événements qui vont se produire dans sa vie. Vous avez juste besoin de savoir qu'elle est née à Strasbourg en 1761 et que, toute petite, elle a atterri à Berne, en Suisse, dans l'atelier d'un médecin qui était fasciné par l'anatomie et qui avait dans son atelier plein de répliques en cire de petits morceaux de corps humain. Et c'est comme ça que Marie, surnommée Petite, d'où le titre du roman, va apprendre l'anatomie, le corps humain, avec une grande précision. Et c'est comme ça qu'elle va aussi apprendre à modeler la cire. J'ai fini le livre en larmes, tellement c'était beau, c'était bien écrit, c'était bien raconté, c'était sensible. Et franchement, je m'en suis pas remise. J'ai été tellement touchée, tellement bouleversée par cette histoire. Et je pense que justement, cette espèce de pudeur et d'économie de mots laisse la place à l'émotion. Parfois, quand on étale et qu'on tartine, ça fait l'effet inverse. Et j'ai tellement envie que vous le lisiez et que vous l'appréciiez autant que moi. Alors, ne vous attendez pas à quelque chose de page-turner, de haletant, où il va se passer 3 milliards de trucs, même si moi je trouve que d'un côté c'est haletant, mais c'est quand même un récit de vie. Oh, d'ailleurs, je vous ai pas dit, il fait 570 pages. Je l'ai commencé à 15h un dimanche et j'ai lu 400 pages d'un coup. Si je l'avais commencé plus tôt dans la journée, je l'aurais lu en une journée. Alors que je vous dis tout le temps à quel point je lis extrêmement lentement, mais c'est vous dire à quel point c'est passionnant. C'est vraiment, il y a presque un souffle épique. Bon, j'abuse, peut-être j'abuse, mais vraiment je trouve que ça se dévore, on ne s'ennuie pas. Les personnages sont hyper bien campés, même ceux qu'on déteste, on les aime parce que ils sont d'une humanité. C'était parfait, pour moi c'était une lecture parfaite, c'est un sans faute en tout point. Et je sais pas, peut-être que je peux vous lire un tout petit passage pour vous montrer ce que je veux dire quand je parle de précision, d'émotion et en même temps de pudeur. Petite vit quelque chose de très difficile. Vraiment un drame comme on en vit assez peu dans une vie. Et pourtant, tout est dit dans un paragraphe. Notre monde se fissure et se brise. Il lui manque certaines choses qui ne seront pas remplacées. Alors seulement ai-je compris ce que la veuve avait toujours su. Notre monde est troué et ces trous sont les miens. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça magnifique. Ça va être très dur de détrôner une lecture comme ça, alors je me dis d'un côté c'est génial d'avoir lu un livre si renversant, et en même temps, la barre est haute pour le top de fin d'année. N'hésitez surtout pas à me dire si vous l'avez déjà lu ou si vous avez envie de le lire. Ça, c'est typiquement un livre, je me suis dit, je fais plus beaucoup de vidéos, et ces derniers temps, j'ai vraiment songé, pas à me dire j'arrête, genre je décide que j'arrête, mais pas comme une cassure, genre j'arrête, mais comme une continuité de ma non-alimentation de cette chaîne. Et c'est quand je lis des choses comme ça que je me dis, mais non, je peux pas arrêter YouTube parce que combien d'entre vous vont peut-être lire ce livre si j'en parle, et combien d'entre vous vont peut-être être autant renversés que je l'ai été. Faites-moi honneur s'il vous plaît, lisez-le. Et je vous annonce donc sans détour et sans embâge que mon Patreon va reprendre du service. On va dire quand la meuf n'est pas du tout préparée. J'ai envie de vous dire, allez, lundi
10 mars, je vous propose qu'on lise tous ensemble, n'ayez pas peur, en mars et en avril, la trilogie des Ferrailleurs du même auteur, Le Château, Le Faubourg et La Ville. Je sais que c'est un petit peu intimidant, mais croyez-moi, moi, votre référence Booktube en matière de rythme de tortue, j'ai lu ça. Allez, on peut dire que je l'ai lu en 24 heures. Je pense que si Les Ferrailleurs, c'est au moins aussi prenant et aussi bien écrit et aussi bien rythmé et aussi bien mené que Petite, on va n'en faire qu'une bouchée. Et je pense vraiment que ça va être une très belle œuvre et j'ai envie qu'on... peut-être que vous découvriez Édouard Carré pour la première fois ou que vous poursuiviez votre découverte comme moi et qu'on lui fasse honneur en lisant une trilogie entière en l'espace de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et puis ce que j'aimerais essayer de faire aussi, ce serait de faire remporter la saga complète au format poche à un ou une des membres du Patreon, histoire qu'on se relance un petit peu dans la joie et la bonne humeur, voilà, pour vous faire un petit cadeau. Bref, je vous donne rendez-vous en mars pour qu'on commence à lire ensemble Les Ferrailleurs. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça me plaira, mais honnêtement, je n'en doute pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vais vous laisser. Parce que là, je pense que j'ai parlé aussi longtemps de Petite que de tous les autres livres réunis. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de belles lectures. Bye.